Alors, qui est sur ce plateau de thé ou café? Vous allez vous présenter, s'il vous plaît. Tout d'abord, quelle est votre profession? Écrivain qui tente d'être philosophe aussi. Votre situation familiale? Marié, 3 enfants, 4 petits-enfants. Est-ce que vous avez une obsession dans la vie? Oui, ne jamais être en retard. C'est vrai. Et votre devise? Je pense que les ressemblances entre les êtres humains sont plus importantes que leurs différences. Votre prénom et votre nom, s'il vous plaît. Elisabeth Badinter. Bonjour Elisabeth Badinter, vous venez me rejoindre, s'il vous Avec plaît? plaisir. Et merci d'être là, philosophe, femme de lettres, féministe, engagée sur la défense de la laïcité, courageuse, une vigie morale, dit-on, intransigeante aussi. Bonjour Elisabeth Badinter, merci d'être là. Je me demandais, est-ce que vous êtes plus, vous, la femme de lettres, plus persuasive à l'oral ou à l'écrit? Incapable de vous répondre. Je pense peut-être plus à l'écrit. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais à l'écrit, vous avez le temps de chercher vos mots. La réflexion. Oui, il y a la réflexion aussi, mais quelquefois on utilise à l'oral un mot un peu vite, qui est un peu caricatural, ou qui n'est pas tout à fait ce que vous entendez dire. Et c'est une catastrophe. Tandis qu'à l'écrit, avec du blanc effacé, ça va. Vous aimez la précision. À quoi ressemblaient les dimanches d'Elisabeth Badinter quand elle était petite? Ça ressemblait à rien. Non, enfin, ça ressemblait à tous les dimanches, à mon avis, de beaucoup de familles. C'est-à-dire que les parents dormaient assez tard, mais mon père nous emmenait au cinéma l'après-midi. Il emmenait les 3 filles au cinéma, oui, oui. Et même une fois, il nous a emmenés dans un film qu'il croyait historique, sur Néron. Et c'était un film, je dirais, pas pornographique, mais enfin, à l'époque, impensable. Et vous êtes resté jusqu'au bout de la projection? Attendez, c'est que c'était mieux que ça. Je devais avoir 8-9 ans et ma petite sœur 7 ans et l'aînée 11 ans. Et quand il y avait une scène qui était jugée osée, mais je suis sûre qu'aujourd'hui ça semblerait rien du tout, il étendait ses mains comme ça, parce qu'il y en avait 2 ici, pour pas qu'on regarde. Vous voyez un peu le ridicule. Votre père, Marcel Busten-Blanchet, qui a créé l'agence de publicité Publicis, alors vous racontez souvent d'ailleurs, c'est un peu comme vous plantez le décor, vous dites quand même c'était joyeux parce que il crée en fait et testait les slogans publicitaires avec nous. Donc vous échangiez. Ah oui, oui, on a beaucoup échangé avec papa, enfin moi en particulier, mais c'est vrai que c'était amusant. Qu'est-ce que vous pensez de ça les filles, etc. Donc on donnait notre avis. Il avait papa avait, mais depuis toujours, un immense respect pour la jeunesse. Voilà, il adorait ça. Il pensait que les jeunes avaient toujours raison, ce en quoi il avait peut-être tort, mais enfin, c'était sa philosophie. Et donc, voilà, il voulait notre avis. On était très fiers de ça. Un père très ambitieux quand même pour ses filles. Il voulait que vous réussissiez. Alors, c'est pas exactement ça. Il était ambitieux pour ses filles. Il souhaitait qu'elles soient ambitieuses. Mais il voulait nous donner les moyens psychologiques de l'ambition. Et donc, c'est vrai que j'ai été élevée toute ma prime jeunesse par des encouragements. À écouter mon père, j'aurais pu, je sais pas quoi, être la reine de je sais pas quoi dire. Hein? De Hongrie. De Hongrie, ça c'était trop tard. Non, on parle évidemment du livre. Il était convaincu que quand on travaille beaucoup, qu'on se donne beaucoup de mal, qu'il faut s'accrocher, il faut jamais céder, il faut jamais reculer, il faut même que les échecs sont positifs aussi et que donc tout est possible. Et vous avez mis ça en pratique durant toute votre vie? Je pense que inconsciemment, oui. Je pense qu'inconsciemment, ça m'a beaucoup servi parce que ça n'a pas été toujours simple dans mon travail, dans mes études et tout ça, mais j'avais cette espèce de mantra, c'est quand on veut, on s'accroche et on n'a pas peur d'affronter l'échec. Comment vous avez rencontré le féminisme? Vous dites souvent c'est Simone de Beauvoir, ça a été un coup de tonnerre dans ma vie. Oui, c'est elle. Qui vous l'a fait lire? Une amie qui était avec 1 an de plus que moi, qui était une amie de classe aussi, on était en seconde toutes les deux, et c'est elle qui m'a dit « Ah, c'est formidable, il faut que tu lises ça ». Donc j'ai lu Simone de Beauvoir et ça m'a absolument ouvert des horizons incroyables, quoi, des horizons de liberté. Mais quoi notamment? Eh ben, je ne suis pas obligée de me marier, je ne suis pas obligée d'avoir des enfants,
Je peux avoir toute la vie sexuelle, amoureuse que je veux. Tout ça, ça m'appartient. Enfin, c'était autant, si vous voulez, de verrous qui se déverrouillaient, si je puis dire. Et donc, et puis il y avait son exemple à elle, à savoir, je suis un écrivain, je peux dire des choses qui peuvent choquer, ça n'a aucune importance, c'est ma liberté. Tout ça, ça m'a donné quelques idées. Alors vous vous êtes mariée et vous avez eu 3 enfants en 3 ans et demi. Absolument. Je suis mariée. Le contre-exemple. Oui, mais ça n'a pas empêché autre chose non plus. Je suis mariée depuis 50 ans. J'ai effectivement eu 3 enfants en 3 ans et demi, en l'espace de 3 ans et demi. Mais en même temps, j'ai fait autre chose. Et donc, moi, alors, sur ce point des enfants très particulier, je n'étais pas du tout tentée par l'expérience négative de Beauvoir. Elle ne voulait pas d'enfants, ce que je trouve tout à fait légitime. Mais moi, je voulais des enfants. Et je voulais connaître ça, et je voulais vivre ça. Et pourquoi cette précipitation? Parce que je ne sais pas. Pourquoi je ne sais pas? Voilà, la réponse est je ne sais pas. Au moins, elle est franche. Votre portrait par Julie Mareuil. Pour vous décrire, Elisabeth Badinter, j'hésite entre 2 images. Un rat de bibliothèque, car vous les adorez, et Madame Maigrette, car un flic sommeille en vous. Votre obsession? Comprendre. Comprendre le 18e, dont vous êtes la spécialiste. Vous enquêtez dans toutes les bibliothèques du monde, traquant empreintes et indices qui feront avancer votre réflexion. Quand je plonge dans des archives, j'ai l'impression de faire une enquête. Faire une enquête avant de classer des affaires célèbres. Condorcet, Madame du Châtelet, Madame d'Épinay, ou encore la trilogie des passions intellectuelles, ouvrage de référence, qui représente à elle seule 15 années de recherche assidue. Je me sens un peu flic quand je rentre ici. Un flic, fin limier, observateur de la société, qui n'hésite pas à s'engager sur des sujets sensibles, souvent à contre-courant. En 1980, vous contestez l'existence de l'instinct maternel. Ça fait l'effet d'une bombe. Moi, je crois qu'il faut se mettre d'accord sur quelque chose. Qu'est-ce que c'est qu'un instinct? Polémique encore, 30 ans plus tard, lorsque vous dénoncez la tyrannie de la maternité dans le conflit. Et chose rare pour un enquêteur, vous agissez seul. Je suis solitaire et avec un profond sentiment de liberté. En femme libre, féministe convaincue, vous ne menez pas pour autant une guerre des sexes. L'égalité, elle se gagne en insistant sur les ressemblances et sûrement pas sur les différences. Du coup, au nom de l'égalité, vous dites non à la journée de la femme, non à la parité, non au quota. L'idée de quota, c'est le cache-sexe de l'inégalité. Et au nom de la liberté des femmes à disposer de leur corps, oui aux prostituées, oui aux mères porteuses. Je suis favorable à une loi pour qu'on encadre très strictement ces pratiques. Vos idées dérangent et font parfois scandale. Qu'importe, comme tout enquêteur, vous avez du flair. Dès 1989, au nom de la laïcité, vous vous opposez fermement au port du voile et serez de toutes les polémiques sur cette question en France. Alors on se dit que vous auriez fait un flic à la fois courageux et intègre et que peut-être vous étiez passé à côté de votre vocation. Moi, je vous vois mal flic quand même. Vous avez tort. Ah bon? Vous avez tort. Dans une deuxième vie. Mais c'est flic au sens de l'enquête, justement. bien sûr. Comme je disais, Maigrette. Quelle est l'avancée sociale et sociétale, surtout, à laquelle vraiment vous avez, semble-t-il, contribué, enfin vous pensez avoir contribué, et dont vous êtes vraiment la plus fière? C'est difficile à dire de ma part. Si j'ai aidé à décomplexer un certain nombre de femmes qui sont mères, ou un certain nombre de femmes qui n'ont pas voulu d'enfants, j'en serais vraiment très fière, très heureuse. Et voilà, ce serait ça qui me semble peut-être le plus important. Le fait que l'amour maternel n'est pas inné. Le fait que l'amour maternel n'est pas un instinct, une pulsion obligatoire qui arrive à tout le monde. Et le fait aussi que j'ai toujours tenté d'expliquer qu'il n'y a pas de mère parfaite. Vous comprenez, les pressions sur les femmes d'aujourd'hui en particulier, qui n'existaient pas au XVIIIe, pour qu'elles soient des mères pélicans, des mères qui sacrifient, des mères... Les Américains appellent ça des mères hélicoptères, c'est-à-dire qu'elles sont toujours au-dessus de leurs enfants. C'est pas vrai, ça n'existe pas, c'est pas possible. Alors, comme je dis toujours, il y a quelques exceptions rarissimes, des Mozart de la maternité, qui me démentent, mais c'est vraiment des exceptions. Et que pour toutes celles qui font le mieux qu'elles peuvent, mais qui ne sont évidemment pas parfaites, eh ben, il faut prendre ça comme le propre de la condition humaine et maternelle. Comment vous avez réagi à l'élection de Donald Trump? Oh, très mal. J'ai eu un moment
J'ai eu un moment... D'abattement oui, d'abattement, de stupéfaction. J'étais partie me coucher en étant sûre que ce serait Hillary Clinton. Et je me suis dit, la première réflexion a été une réflexion, je dirais, qui nous concerne, nous les Français. Je me suis dit, eh bien, puisque l'impossible est possible, qu'est-ce qui peut arriver en France? Des choses qui me seraient très désagréables. Et depuis, cet impossible qui devient possible me poursuit assez. Quand vous dites des choses très désagréables, vous pensez à quoi pour la France? Je pense à un président ou une présidente d'extrême droite. Je trouverais ça terrible pour la France. Et d'abord pour les Français, pour commencer, pour l'image de la France, pour continuer. Et puis parce que... Et pour les Françaises? Eh bien, oui, pour les Françaises. Mais Marine Le Pen a été plus habile que M. Trump. Et d'ailleurs, je pense qu'elle est moins, comment dirais-je, contre l'avortement que d'autres. Qu'est-ce que vous voulez? Ça serait apparemment impossible et maintenant je suis très dubitative. Vous vous dites... Et les Pourquoi sondeurs se plantent tout le temps. Voilà, on en a des preuves quasiment de façon hebdomadaire. Alors, voilà, Vous l'avez déjà rencontrée? jamais. Vous accepteriez de la rencontrer? J'ai pas très envie. J'ai envie de rencontrer les gens avec lesquels je pourrais m'enrichir de choses. Voilà, mais je n'aime pas le conflit non plus. La crise économique, d'ailleurs, Simone de Beauvoir le disait aussi, vous le dites, touche davantage les femmes que les hommes. Vous l'avez ressenti ces dernières années? Oui, et comment et comment? Et je dois dire qu'on puisse aujourd'hui reparler de l'avortement, que ce soit en Amérique ou en France, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est quand même les femmes qui sont en première ligne. Si vous voulez, les grandes féministes, je pense à Simone de Beauvoir, je pense aussi à Benoît de Groult, ont toujours averti, les droits des femmes doivent être constamment défendus. Et j'ai peut-être péché par optimisme, parce que pour ma part, je me suis dit c'est impossible qu'on revienne sur... Vous pensiez que c'était acquis? Ah mais complètement, impossible. C'est une liberté indispensable aux femmes. Et de mon point de vue aussi, peut-être, enfin, j'ai peut-être tort, mais moi je suis convaincue qu'il ne faut pas forcer des femmes à avoir des enfants, et ce sont les enfants qui sont aussi en paye les pots cassés, du non-désir de la mère. Alors, ça fait quand même 2 personnes malheureuses, une adulte et une jeune, c'est affreux. Vous êtes une fervente défenseuse de la laïcité. Quelle est votre définition? La laïcité, c'est avant tout la séparation entre le religieux et le politique. Voilà. C'est avant tout ça. Chacun peut avoir la loi de la laïcité, chacun peut croire ce qu'il veut, c'est un droit de l'homme et peut suivre, enfin, être adepte de toutes les religions qu'il veut, dès lors qu'elles sont compatibles avec le droit de l'homme, évidemment. Mais il y a une séparation stricte entre le religieux et le politique. Voilà. Quand vous voyez des signes extérieurs, ostensibles sur une personne, qu'est-ce que vous en pensez? Je le regrette, mais pour rien au monde, je ne voudrais qu'on l'interdise. C'est-à-dire que, à part quelques cas très particuliers qui concernent notamment les enfants, c'est-à-dire les écoles en particulier, ou les administrations où on demande une sorte de neutralité. Là, on connaît votre combat pour oui. la crèche Babylou. Hein. Bon, ce que je veux dire, c'est que en dehors de ces cas particuliers, je considère qu'une femme a le droit de s'habiller, que ce serait absolument impensable qu'on s'attaque à cette liberté-là. Certaines femmes, mais je peux aussi critiquer. Vous voyez, je peux aussi penser ce que je veux et dire ça ne me plaît pas, mais ça n'a aucune importance, c'est pas une raison pour vouloir interdire. Certaines femmes se réclament du féminisme islamique. Qu'est-ce que vous en pensez? Un oxymore. C'est une contradiction dans les termes. Et faut-il que je dise pourquoi? C'est d'une certaine façon la surveillance de la sexualité féminine, avec beaucoup de contraintes. C'est une place particulière attribuée aux femmes. C'est un divorce
totalement inégal, c'est la polygamie possible, c'est un héritage totalement inégal. Enfin, je peux continuer comme ça assez longtemps. Donc, j'estime, pour ma part, que nous ne sommes pas du tout dans une société égalitaire dans certains pays où l'islam s'impose à la politique, ou devient politique. Est-ce que vous êtes surprise par ce phénomène de jeunes femmes qui partent en Syrie, des jeunes femmes qui sont prêtes à faire des attentats, qui sont des terroristes aujourd'hui? Non, Vous pas vraiment. l'imaginez? Bien sûr, il y a près de 30 ans, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'un est l'autre, et dans lequel je parlais déjà des femmes terroristes. C'est-à-dire qu'une femme, je ne vois pas pourquoi une femme n'aurait pas des désirs politiques de terrorisme. On l'a vu avec les Italiens dans les années 60, les Allemands, etc. Il y avait des femmes. Par idéologie. Par idéologie, par conviction, par ce que vous voulez, et peut-être aussi par certains tempéraments particulièrement difficiles, pour ne pas dire plus. Donc, je ne suis pas surprise du tout. Et encore moins quand on apprend que ce sont des jeunes femmes. Ce ne sont pas des femmes mûres, ce sont des jeunes femmes, souvent des adolescentes, et qui, comme les adolescents masculins, ont un besoin de transcendance, de cause à défendre, etc. Donc, je n'en suis pas surprise du tout. Vous avez souvent déclaré, ces derniers temps, que la gauche vous avait trahi, que vous vous sentiez trahi en fait par votre famille. Sur un point précis, c'était effectivement le problème de la laïcité. Et j'ai été stupéfaite de voir abandonner le concept de laïcité, sinon accompagné d'un terme qui annulait le terme de laïcité, ouverte, etc. J'ai été stupéfaite que la gauche, qui a été à l'origine de la loi de la laïcité, du combat pour la laïcité au début du siècle dernier, ait abandonné ça comme ça, en tous les cas une grande partie de la gauche. Ça m'a... Et au fond, est arrivé un moment, il y a quelques années, où on n'entendait plus que Mme Le Pen se déclarer le flambeau de la laïcité, et, je dois dire, Manuel Valls. C'était les deux voix politiques, donc il est à gauche, Manuel Valls, mais c'était les deux seules voix qui prenaient le problème à bras-le-corps, avec des opinions différentes, mais qui en parlaient. Et donc, c'est vrai, je me suis sentie abandonnée, et d'ailleurs, qui critique le plus mes positions, c'est l'extrême gauche. C'est la partie de la gauche, donc qui existe aussi au sein du Parti socialiste, voilà, qui m'attaque. Qu'est-ce que vous pensez de la pétition des 60 personnalités, c'était dimanche dans le journal du dimanche, contre le bashing, le dénigrement fait au président de la République? Écoutez, d'une façon générale, le dénigrement d'une personne politique me gêne beaucoup. Est-ce qu'une pétition... Je me suis posé la question. Vous auriez pu, vous, signer? Je ne suis pas... Non, je ne l'aurais... Enfin, j'en sais rien. Je ne crois pas, parce que maintenant, peut-être suis-je moi-même victime de l'environnement. J'ai peur que les pétitions ne réussissent plus. Et non seulement ne réussissent plus... contre-productives. Exactement. Je redoute ça. Et qu'on dise encore, c'est l'establishment, les intellectuels, etc., et que ça soit même un repoussoir. C'est pour ça que, il me semble, c'est moins le propos qui m'embête, pas du tout. Je suis contre le bashing, et y compris bien sûr du président de la République. C'est la méthode. J'ai peur que ce soit contre-productif. Elisabeth Badinter, vous attendez beaucoup de la présidentielle 2017? Oui. J'ai peut-être tort. Oui, parce que on a besoin d'hommes politiques forts, on a besoin d'un président fort qui s'impose, qui ait du charisme, qui entraîne les Français. C'est bizarre parce que vous dites homme politique. Ben oui, parce que je ne veux pas imaginer que ce soit pour l'instant la seule femme que l'on sache être dans la course. Mais il y a très peu de femmes qui seront candidates. Ben justement, il n'y en a quasiment pas. Vous le déplorez? Écoutez, je vais vous dire, très franchement, on ne vote pas pour quelqu'un à cause de son sexe. Et ça, Mme Hillary Clinton en a fait l'expérience elle-même. On vote avant tout, pour les idées d'un candidat. Parce que ces idées, ces valeurs vous conviennent.
même si tout ne vous convient pas, il faut que quelque chose de fort vous convienne. Mais vous ne votez pas pour une femme parce que c'est une femme. Je viens de vous expliquer que je ne voterai pas pour Madame Le Pen, même si elle est la seule femme. On vote d'abord pour ses idées, donc je regrette simplement qu'il n'y ait pas suffisamment de femmes qui puissent concourir, voilà. Et vous l'expliquez comment? C'est le fameux plafond de verre dont parle Hillary Clinton? Non, mais je Ou pense c'est que... tout autre chose? Je ne pense pas que... Alors, en ce qui concerne Hillary Clinton, il n'y a pas de plafond de verre. Elle a été unanimement reconnue comme une femme compétente et d'expérience, et unanimement son adversaire reconnu l'inverse. Donc, comme c'était des défauts qu'en général on attribuait aux femmes, c'est pas pour ça. Elle a utilisé l'argument du plafond de verre parce que c'était, à mon avis, meilleur pour son image. En vérité, il y a des raisons politiques, il y a des raisons aussi subjectives de sympathie, d'antipathie pour ce qu'elle représente, et il y a des raisons politiques. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Mais On dit même qu'elle ne représente pas du tout les femmes américaines. écoutez, certaines féministes américaines l'ont dit, effectivement. Je ne vis pas aux États-Unis. Vous-même, vous l'avez rencontrée. Oui, je l'ai rencontrée. Vous ne l'avez pas tant appréciée que ça. C'est-à-dire que je l'ai rencontrée une demi-heure pour l'interviewer. Non, parce que tout était bloqué, si vous voulez. On m'avait Formaté. demandé les questions d'avance, etc. Oui, elle n'était pas très détendue. Elle répondait un peu mécaniquement. J'avais l'impression qu'elle récitait un peu ses formules habituelles. Voilà. Donc, mais on ne peut pas porter un jugement sur quelqu'un qu'on a vu une demi-heure. Pour autant, j'étais quand même fière, en allant me coucher la veille des résultats, qui est une femme présidente des États-Unis. Ça m'aurait fait si plaisir.